Mesdames, Messieurs, bienvenue à En direct du bureau du maire, émission mensuelle, mais on a manqué quand même quelques-unes. On est rendu à notre 30e. Juste pour vous dresser la table, puisqu'on est à l'école hôtelière de Laval, pendant les 30 prochaines minutes, on va revenir sur certaines nouvelles, grands titres qui ont défrayé les journaux, les manchettes, avec M. le maire pour voir un peu où est-ce qu'on en est justement dans ces différents dossiers. C'est notre 30e rencontre, M. le maire. Déjà, et oui, ça va vite. Ça va vite, oui. Très, très vite. Vous avez choisi de faire cette entrevue, non pas dans votre bureau, mais à l'école hôtelière de Laval, sur la rue 190 rue Roosevelt. À Laval, c'est le quartier Sainte-Rose. Pourquoi, justement, vous avez choisi cet endroit? C'est un endroit méconnu, mais qui est un bijou. Premièrement, les gens peuvent venir manger ici. Ils seront servis par des étudiants. Et je peux vous dire, c'est l'équivalent d'un restaurant 5 étoiles. De plus, les gens peuvent venir au comptoir en bas et acheter des repas déjà préparés à moindre coût. Ces repas-là, évidemment, sont préparés sous la supervision de grands chefs renommés pour former nos étudiants et c'est de première qualité. Alors, c'est de le faire connaître à la population pour que la population puisse en bénéficier. C'est une industrie importante à Laval, l'hôtellerie en plus. Effectivement, l'hôtellerie, le tourisme, ce sont des industries importantes et souvent méconnues. Comme il y a longtemps qu'on ne s'était pas parlé, vous et moi, je veux que vous fassiez une espèce de bilan du déneigement de l'hiver de Laval. Puis là, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est les inondations. Au moment où on enregistre cette émission, nous sommes le 24 avril, puis ça va être diffusé donc dans 2 semaines. Alors, on ne pourra pas faire, bon, on ne peut pas se projeter dans le temps, mais on peut un peu savoir, je veux un peu savoir comment vous avez pu réagir face à ces inondations-là. D'abord, le déneigement, est-ce que vous êtes satisfait, M. le maire? Le déneigement, on n'est jamais totalement satisfait. Premièrement, la ville est divisée en plusieurs secteurs. C'est des entrepreneurs différents. Ça prend un suivi et nous sommes à reviser toute la politique sur le déneigement. Il y a eu de l'amélioration. Il y a des quartiers qui se sont améliorés de 100 %. Il y en a d'autres qu'il faut y travailler. Et j'ai l'impression que ce soit un combat perpétuel. Par contre, nous avons investi des énergies, des sommes d'argent considérables dans la planification, dans l'équipement pour 2018 et il y a une belle collaboration de nos employés, nos cols bleus. Ils ont fait un effort considérable pour rencontrer les exigences pour le déneigement. Donc, amélioration, il y aura. Oui. OK. Et il y a eu, mais qu'il y aura, mais pas dans tous les secteurs. Est-ce que vous voyez une application pour les Lavallois pour suivre le déneigement, éventuellement, un peu comme on le fait à Montréal? Est-ce que vous êtes là-dessus? Oui. Si vous allez sur le site de la Ville, vous pouvez voir le progrès sur le déneigement. Il y a les avis et, évidemment, la méthode. Tous les conseillers ont été formés sur les méthodes utilisées, sur la façon de se faire le déneigement. Il y a une priorité dans certains secteurs, certaines rues, pour les trottoirs, pour les rues. Et il y a 2 étapes. Il y a le tassement de la neige qui est une chose et l'enlèvement qui est une autre chose. Puis une tempête de neige nous coûte 5 millions environ. Vous donnez sur 10 une note de combien pour l'hiver écoulé? Je vous dirais 6 sur 10. 6 sur 10. Oui. Donc, il y a matière à amélioration. Oui, définitivement. Okay. Parlons des inondations, les plus grandes crues qu'on n'a pas vues depuis 1872, je pense. L'île Bigra a été très durement touchée. Enfin, beaucoup de citoyens de Laval ont été touchés. Comment avez-vous intervenu cette fois-ci avec ces inondations-là? Parce qu'elles sont records. Et elles sont records, oui et non. La rivière des Mille-Îles, ça a été une année normale. Oui, mais pas la rivière des Prairies. Et les gens sont habitués. C'est vrai. Alors, nous, 4 fois par jour, j'ai un suivi de ce qui se passe, de la situation. Alors, évidemment, lorsqu'on patrouillait, puis j'ai fait 2 fois la patrouille des zones inondées, une fois dans un camion des mesures d'urgence, les gens lavallois trouvent ça assez normal. Comme on dit en anglais, business as usual. C'est ça. Okay. Les gens des secteurs qui ne sont pas habitués, eux, sont inquiets, avec raison. Donc, Rivière des Prairies, entre autres. C'est ça. C'est bizarre quand même que cette rivière-là a été moins bien contrôlée que celle de la rivière des Mille-Îles. Mais vous savez,
l'eau va toujours trouver un endroit. Ah, ça, c'est vrai. Alors, si on remplit des zones humides dans certains secteurs, que ce soit à Laval, Montréal ou ailleurs, l'eau va se faufiler quelque part. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu des sacs de sable disponibles. Dans une première réaction assez vite, il fallait remplir les sacs de sable soi-même. Dans une deuxième réaction, on a trouvé un fournisseur et les gens pouvaient commander des sacs de sable. Mais est-ce que ça va changer votre façon d'intervenir pour les années prochaines? Comme c'est une année exceptionnelle, on a quand même une bonne équipe, on réagit bien et on n'a pas eu des problèmes de l'ampleur de Rigaud ou de d'autres villes. C'est vrai. Alors, on a eu, je crois, 2 ou 3 maisons seulement d'évacuer. Alors, et c'est des gens qui ont décidé, sans que la ville n'ait à intervenir. Alors, dans l'ensemble, on s'en sauve à bon compte. Nous avons une vigie, une patrouille régulière et on accompagne les gens. On a inscrit la ville aux mesures d'urgence du gouvernement du Québec. Si les gens ont eu des dommages puis ils veulent réclamer, il y a cette possibilité-là. Puis là, on est rendu au printemps, on le voit dehors, justement, l'éclairage. Je ne sais pas si vous le voyez en arrière de moi, j'imagine que oui. Alors, en date d'aujourd'hui, pour les prochains 5 jours, la température devrait nous être favorable et depuis 2 jours, le niveau de l'eau baisse. Bon, maintenant qu'on a mis ça de côté, vous avez annoncé que vous allez briguer à nouveau le poste de maire de Laval. Qu'est-ce qui vous a décidé à continuer, justement, votre fonction? Premièrement, je dois dire que c'est une décision de couple. Mon épouse a son mot à dire tout aussi important que le mien. Alors, parce que c'est un mode de vie, être maire d'une ville. Nous avons commencé un travail. On avait dit qu'on était pour mettre fin au désordre. Je crois qu'on peut mentionner que c'est mission accomplie, mais il y a beaucoup de beaux projets et de chantiers qui sont débutés et qui ne sont pas complétés. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, justement, compléter si jamais vous revenez pour un deuxième mandat? Bien, écoutez, on a misé sur les Jeux du Québec. Et j'invite tout le monde à aller signer la pétition pour que nous ayons les Jeux du Québec en 2020. Les Jeux du Québec en 2020 nous impose un échéancier pour mettre à niveau les infrastructures sportives de nos parcs de la ville. Donc, c'est à double usage. Alors, effectivement, et ça restera aux citoyens pour l'usage, pour nos enfants, pour les citoyens, tout ça. Alors, il y a cette facette-là. Il y a un centre aquatique qui est une nécessité. Toutes nos équipes de natation, de plongeon vont s'entraîner à Montréal. Et Laval produit des plongeurs de calibre international. On a, aux dernières Olympiques, apporté plusieurs médailles, puis on pense tous à Alexandre Despatie, qui a été peut-être le fait marquant, un jeune Lavallois. Alors, on doit offrir ça à nos citoyens et on doit aussi permettre à la communauté. Alors, c'est un centre qui va accueillir aussi bien la communauté, nos enfants, des jeux d'eau, que des athlètes olympiques. Il y a plusieurs projets, un centre de biométhanisation pour modifier la gestion de nos vidanges, de nos surplus. Ce qui est le compost, finalement. C'est le compostage et c'est toute la gestion, si vous voulez, des déchets. Des déchets. Alors, pour nous, c'est important. Il y aura aussi les arénas, la mise à jour. Et il y a différents projets que je peux... Il est peut-être trop tôt pour en parler. Bon, vous avez parlé d'aréna, il y a celle de Martin-Saint-Louis qui vient d'être... qu'on vient de nommer à l'honneur de Martin-Saint-Louis, qui vient d'être rénové. Il y en a 4 autres aussi qui sont en liste pour être rénovés ou on changerait leur vocation et on ferait une nouvelle construction. Maintenant, puisqu'on parle d'argent, vous avez mentionné, puis on en avait déjà jasé, que l'argent qui avait été récupéré dans le cadre des fraudes, collusion et corruption, entre autres avec l'ex-administration, une fois cet argent récupéré, vous alliez la dédier à autre chose. Et vous avez décidé de la dédier aux jeunes. Pourquoi particulièrement aux jeunes et à quoi pensez-vous justement faire avec cet argent-là? Éventuellement, nous ferons une annonce dans les prochaines semaines à ce chapitre-là. Le but, c'est de garder vivant à la mémoire des citoyens de Laval tout ce qui aurait pu être fait n'eût été de la corruption. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne veut pas prendre l'argent puis le verser au Fonds général. Et là, on va se limiter non pas à l'argent recueilli pour la corruption, l'argent recueilli qu'on peut associer à M. Vaillancourt.
Et c'est co-accusé aussi, non? Parce que là, il y Les a quoi? Il y a 18 co-accusés. Ils serviront d'autres choses. OK. On déterminera à quoi l'argent va servir. Mais on parle d'environ 10 millions de dollars recueillis de M. Vaillancourt. OK? Cet argent-là sera placé. Le rendement de cet argent-là sera distribué au bénéfice des enfants qui ont des besoins et qui ont peut-être des problèmes de pauvreté, des choses comme ça. Et ce sera un comité apolitique qui va décider où va l'argent. Bon, ça, c'est le but, c'est l'orientation qu'on a pris. Et l'argent, on l'a déjà. Je vous ai parlé des co-accusés, justement. Si argent à récupérer, ce sera un autre projet à ce moment-là? Ça, c'est pas déterminé à quoi servira cet argent-là, mais comme j'ai dit, il est important qu'on se rappelle pour ne plus jamais retourner dans la corruption, la collusion et gaspiller l'argent du public. 18 des 27 co-accusés de l'ex-maire de Laval sont peut-être sur le bord de plaider coupable. Est-ce que vous avez des développements là-dessus? Premièrement, tout ce qui touche l'aspect criminel, je ne peux pas m'en mêler. On ne peut pas le commenter, bien sûr. Ça garde la procureure de la Couronne et les avocats de la défense et les accusés. Alors, pour un. Pour deux, je sais que plusieurs de ces accusés ont intérêt à faire un petit peu ce que M. Vaillancourt avait fait, à régler l'aspect avec la victime, qui est la ville, pour avoir une sentence peut-être moins plus clémente. Donc, plus des peines dans la collectivité, ce genre de choses-là. Ça appartient au juge, okay. Mais une sentence plus clémente. Alors, nous, s'il y a une négociation pour récupérer des sommes d'argent, on peut le faire là, ou on peut le faire à deux autres endroits, soit dans le cadre de la loi sur le recouvrement des sommes volées, ou soit traditionnellement une action civile et en vertu des tribunaux normaux. Depuis qu'on s'est vu, il y a eu le budget l'État-haut. Vous aviez d'ailleurs envoyé une lettre ouverte au ministre des Finances en demandant 5 points. Je vais vous les mentionner. Le logement social et abordable, vous y teniez. Gestion de surverse, les équipements pour les sports et la culture, le prolongement de l'A19, donc l'autoroute 19, et investir dans les cégeps. Sur ces 5 points, est-ce qu'il a répondu avec son budget? Est-ce que vous trouvez satisfaction? Il y a des sommes d'argent, effectivement, de disponibles. Ce qui nous manque, c'est le moyen pour avoir accès à certaines sommes d'argent. En ce qui a trait à la 19, j'ai rencontré le ministre Lessard et il nous a dit qu'il était pour faire les provisions nécessaires bientôt pour assurer le développement de la 19. Qu'est-ce qu'ils font d'abord? C'est les plans et devis, c'est ça? Il y a eu des plans de fait, il y a eu des études de fait, mais là, il faut réserver les sommes d'argent. OK. Alors là, pour la 19, c'est la prochaine étape. Le logement social, on va avoir deux choses. On va avoir des sommes d'argent en implication du gouvernement provincial. On est en train de négocier des dossiers avec eux. Okay, notamment pour Val-Martin, et les dossiers avancent bien. Et deuxièmement, nous aimerions être reconnus une ville mandataire. Une ville mandataire, Gatineau-Lé, Québec-Lé, Montréal-Lé. Ça nous permet de réserver les sommes d'argent à l'intérieur de la CMM et de ne pas y perdre. Donc, de prendre l'argent que nous-mêmes, on a mis dans le fonds commun à CMM et des réservés pour des projets à Laval. Donc, développer vos propres projets aussi. C'est ça. Depuis plusieurs années, il y a des millions de dollars mis dans ce fonds-là par Ville de Laval qui servent à des logements à l'extérieur de Ville de Laval. C'est quoi les besoins, justement, pour Laval au niveau du logement communautaire ou loyer abordable? Alors, il y a deux façons de définir les besoins. Il y a une façon qu'on pourrait dire on va atteindre la moyenne provinciale, ce qui existe dans toutes les autres villes. Si on va atteindre ça, il y a environ 1000 logements qui nous manquent. L'autre façon, c'est de dire on veut réellement subvenir aux besoins à 100 % et là, évidemment, c'est plus important. Alors, nous, on a réservé des sommes. Sur le budget municipal, au moment où on se parle, on a 1,5 million de réservés pour des projets de logements sociaux ou à prix abordable. Et ça peut se traduire par des nouvelles constructions, ça peut se traduire par un programme où la société va payer une partie du loyer d'une personne
qui habitent dans un logement pas identifié nécessairement comme un logement. Non, c'est ça, parce qu'on les mélange maintenant. C'est du logement, point. C'est ça. Exactement. En parlant de logement, vous avez consenti un bail amphithéotique d'une valeur symbolique d'$1 à l'organisme Les Habitations L'Envolée de Laval pour une durée de 50 ans. Ce sera, entre autres, des 30 logements s'adressant aux 18 à 25 ans ayant besoin de soutien. Ça fait partie, donc, justement, de ce qu'on vient de jaser, vous et moi. Le logement social passe par des organismes qui ont des projets, qui vont chercher une subvention au gouvernement provincial et la municipalité les accompagne. Une fois que le projet, financièrement, le montage financier est bien attaché, évidemment, c'est l'organisme qui poursuit et donc, ils ont une gestion indépendante. Donc déjà, d'avoir l'appui de la Ville de Laval, ça les aide à aller plus loin dans leur cheminement. Parlons de la Place Belle. Ça fait longtemps qu'elle est construite. En fait, elle est presque terminée. Vous l'avez visitée il n'y a pas longtemps. Ça a été quoi, votre impression vue de l'intérieur? Écoutez, ça fait plusieurs fois que je la visite. Les travaux avancent bien. C'est impressionnant. C'est unique au Canada d'avoir 3 glaces. 2 pour la communauté. Donc, nos enfants vont utiliser ces glaces-là, les familles, et une qui va servir au club de hockey, le Rocket, et à Evenco pour des spectacles. Ce qui a pour effet, c'est que nos enfants vont pouvoir côtoyer dans les places publiques les joueurs de hockey professionnels qui seront attablés à prendre un café avant l'entraînement ou après l'entraînement, et la population sera à même de côtoyer les joueurs de hockey. C'est unique au Canada. On a cherché ailleurs pour avoir un mode de gestion, on n'a pas trouvé. Et les 2 bonnes nouvelles, nous sommes à l'intérieur de l'échéancier, et nous sommes à l'intérieur du budget. Alors, pour nous, c'est précieux. L'ouverture officielle va se faire au mois de septembre. Il y aura des journées portes ouvertes pour le grand public. Les dates restent à être déterminées. Et Evenco va annoncer des spectacles d'ouverture avec des artistes de calibre international et national. Lors de votre dernière séance du Conseil, vous avez légiféré, entre autres, la hauteur des bâtiments de Laval et vous avez appuyé un peu plus fort sur la sécurité routière. Moi, je pensais qu'il y avait des limites sur la hauteur des bâtiments dans toutes les villes et semble-t-il qu'à Laval, vous n'aviez pas ça encore. À Laval, en général, il n'y avait pas de plan de développement. Il n'y avait pas de schéma d'aménagement. Alors, dans la quasi-totalité de l'île, on pouvait construire des édifices sans limite de hauteur. Sauf, évidemment, les zones agricoles et puis les boisés ou les zones humides. Oui. Donc, une résidence pourrait, en tout cas, pouvait avant côtoyer un édifice de 12, 15, 20, 25 étages, c'est ça? Et malheureusement, il y en a des spécimens qui ont surgi. Okay. Et c'était évidemment la revendication d'une association qui s'appelait Pas de taux dans ma cour. Alors, avec le schéma d'aménagement, qui est une procédure qui s'échelonne sur 2 ans. Il y a une consultation publique, j'imagine. Il y a eu plusieurs consultations publiques et il y en a d'autres. Je vous dirais que juste au niveau du schéma d'aménagement, il y a peut-être 6 000 personnes, des citoyens, qui ont participé à l'heure actuelle. Alors, nous sommes au premier projet qu'on va déposer pour écrire finalement le projet final, les assemblées de consultation. Justement, ce soir, j'en ai une. Entre-temps, on a annoncé aux promoteurs, aux constructeurs, qu'on passerait à un règlement intérimaire pour gérer les hauteurs conforme au règlement de schéma d'aménagement qui s'en vient. Alors, c'est ce règlement-là qui a été voté. Si vous allez sur le site de la Ville, vous allez voir qu'il y a différents endroits. Des hauteurs maximales de 6 étages, à d'autres c'est 15, d'autres c'est 25 et d'autres pas de limite de hauteur. Là où il n'y aura pas de limite de hauteur, j'imagine, c'est le nouveau centre-ville de Laval? Effectivement. Ça va être surtout là que ça va se passer. Parlons de la circulation routière, la sécurité des citoyens. Je voyais il n'y a pas longtemps que 40 de plus de piétons qui se sont fait happer en 2016. Je ne parle pas de Laval, mais en général. Donc, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. On a mis sur pied une procédure qui va être unique au Québec. Et pour y arriver, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni nos ingénieurs, nos spécialistes, policiers, pompiers, et pendant tout près de 2 semaines, on les a enfermés dans un local et vous allez nous trouver des solutions.
On appelle ça une technique Kaizen. Et effectivement, pour atténuer ça, on a un programme. Quand les citoyens vont se plaindre d'une situation, si c'est urgent, la police intervient immédiatement. Si c'est moins urgent, mais c'est un problème récurrent, dans quelques jours, il y aura sur les lieux des instruments mesurés, la vitesse des véhicules, la fréquence des véhicules. Ouais, c'est ça, exactement. Ils vont tout enregistrer. Et si on constate que la perception des citoyens est bien réelle, on peut immédiatement mettre un afficheur qui va dire aux gens, vous êtes dans une zone de 30, puis vous roulez 85. Mais vous ne pouvez pas émettre de contravention, je pense. Vous n'avez pas de radar photo. Non, encore, mais c'est dissuasif. Et là, on peut tout de suite au constat, mettre des mesures temporaires. Ce qui veut dire qu'il peut être des dos d'âne, un arrêt, des feux de circulation, reconfigurer le coin de rue. Ça peut être des radars aussi, plus souvent. C'est ça. Ouais. Reconfigurer le coin de rue pour atténuer la problématique. Vitesse, ouais. Et il y aura une période entre 6 et 12 mois où on va vivre les mesures et il y aura un sondage à la fin. Si les citoyens pensent que ce sont les bonnes mesures, elles seront faites d'une façon permanente, ce qui veut dire s'il y a un réaménagement qui a été fait avec la peinture, des ballards temporaires, là, on pourra le faire en ciment avec les feux de circulation adéquats et tout ce qu'il faut. Alors, dans ce sens-là, c'est un projet unique. On a dédié 5 millions cette année. On prévoit 5 millions l'année prochaine, 5 millions l'autre année pour s'attaquer aux problèmes de circulation en général et donner un service plus rapide à nos citoyens. Puis il faut insuffler le civisme aussi, mais ça, il y en a qui il va y avoir une campagne de publicité à cet effet-là. Bon, parlons du FLI, le Fonds local de développement, qui pourrait atteindre jusqu'à 150 000 pour le démarrage de la croissance et l'acquisition d'une entreprise de Laval. C'est une nouvelle initiative. C'est pour les jeunes entrepreneurs ou toutes les entreprises en général? C'est pour essentiellement les jeunes entrepreneurs, mais les nouvelles entreprises. On a attaqué l'aspect économique avec une stratégie sur plusieurs fonds. Pour les gros sièges sociaux qui déménageraient à Laval, ils peuvent avoir une réduction de taxes jusqu'à 1,5 million par année pendant 5 ans, ce qui veut dire 7,5 millions. Ça, c'est pour les grosses compagnies. Ça, c'est pour les grosses compagnies, mais il faut comprendre qu'il faut que ça prenne une nouvelle immobilisation. Okay. Alors, c'est la taxe sur l'édifice. Alors, tout ce qu'on leur dit, c'est nous, on ne débourse rien, mais on ne collectera pas de taxes pendant maximum 5 ans. Alors, c'est une situation gagnante-gagnante. Il fallait penser aux petites entreprises. Alors, on a posé 2 gestes. On a structuré ce qu'on appelle des incubateurs d'entreprises. Alors, c'est un édifice qui, sous un certain thème, puis on a l'incubateur, le premier incubateur au Québec, c'est à Laval. Et c'est dans le pharmaceutique que ça s'est fait. Et il y a plusieurs compagnies lavalloises qui ont démarré avec cet incubateur-là. Et en plus des incubateurs, on a mis des sommes d'argent disponibles qui peuvent servir de subvention. Alors, c'est pour permettre aux jeunes, à des nouvelles entreprises de partir, de démarrer et de stimuler l'économie lavalloise, qui va bien en passant, très bien. En rafale, ça va faire presque un mois au moment où cette émission-là va diffuser qu'il y a le taxi collectif qui est démarré ici à Laval. 2 secteurs, on parle entre autres de Saint-François-Laval et le quartier Chaumedé. Quelles sont les premières impressions justement ou est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est bien accueilli? Comment ça va? C'est très bien accueilli, c'est apprécié. Les gens de Saint-François l'avaient demandé. Et évidemment, ça se fait, ça, en collaboration avec Coop Taxi, qui est une coopérative qui couvre tout notre territoire, et la STL. Alors, la STL parraine un petit peu toute la problématique du transport en commun et avec des ententes spécifiques avec Coop Taxi, on répond aux besoins des citoyens. Donc, d'avoir des taxis plus pleins, en fait, donc plutôt que d'avoir un seul client, c'est d'en avoir plusieurs. À Saint-François, c'était particulier, c'est que pour se rendre à la clinique médicale, il n'y avait pas de service de transport en commun. Donc là alors, les gens vont pouvoir appeler, réserver et payer le coût d'un transport d'autobus pour se rendre
faut que je vous amène sur 2 derniers sujets rapidement. Mais un, entre autres, moi, que j'ai trouvé tellement intéressant, c'est l'engagement qualité STL. Ouais. Vous vous engagez auprès de votre clientèle qui utilise la Société de transport de Laval à ce que les horaires soient respectés, à ce que les autobus soient propres, à ce que les employés soient polis, et ainsi de suite. Sinon, il y a rétribution ou contribution. Effectivement. C'est une première au Canada, si je ne me trompe pas. C'est une première au Canada et c'est basé, notre risque est calculé, hein? C'est basé sur des sondages qu'on avait qui fait que c'est un risque qui n'est pas énorme pour la STL parce qu'il avait atteint certains standards de qualité. On a aussi mis sur pied la première au Canada à pouvoir payer par carte de crédit son passage. Donc, flashcard, genre. Alors, si on ajoute à ça le transport en commun gratuit pour les aînés, transport en commun gratuit pour le centre-ville, la ligne 360, les voies réservées, les feux de circulation qui parlent aux autobus, écoutez, on a une société de transport innovante. Parlons de voilà, en parlant d'innovation, les gens vont pouvoir, grâce à une application qui est dans une centaine de villes, si c'est pas plus, à travers le Québec, maintenant faire des requêtes en ligne, dire, bon, à telle rue, il y a une lumière qui est brûlée, et ainsi de suite. Vous avez donc emboîté le pas technologique une fois de plus. Effectivement, et ça s'ajoute au service 311, qui est un service. Ce qu'on veut, c'est que les gens soient nos oreilles et nos yeux pour rapporter des problèmes à la ville. Et aussitôt que les gens font le 3-1 sur notre territoire, ils parlent à un employé et qui ouvre une requête, un dossier pour réparer la problématique soulevée. Monsieur le maire, on avait pas assez de temps, mais trop de sujets. Terminons cette émission comme on le fait à l'habitude en vous adressant à vos citoyennes et citoyens. Écoutez, l'été s'en vient, profitez-en. Il y aura la fête nationale bientôt qui va se passer dans tous les quartiers et évidemment au Centre de la nature, il y aura des représentations de l'Orchestre symphonique. Alors, écoutez, c'est pour vous, profitez-en et merci de nous permettre de s'adresser à nos citoyens. C'est un grand plaisir, un grand bonheur. Puis c'est important, hein, la communication, vous le savez. Ouais. Comme ça, les gens peuvent justement se synthétiser sur TV Laval et ainsi avoir des prolongements de nouvelles, parce que dans le fond, c'est un peu ça qu'on a fait aujourd'hui. Vous ne pouvez toujours pas me dire qu'on fera exactement avec l'argent des 11 millions, mais on fera ça la prochaine fois. Bien, vous avez une bonne idée. C'est l'émission Tout le monde en parle, version Laval. Monsieur le maire, merci. Au plaisir de vous revoir le mois prochain. Merci. On est en direct de l'École hôtelière de Laval au mois prochain. Bye tout le monde.